Mais ils ont raison. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle masterclass Up Together. Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous avez la gentillesse de le mettre dans le chat. Super, bon, je vois que tout le monde nous entend bien. Salut à toutes, salut à tous. Ravi de vous retrouver pour cette première masterclass Up Together de 2022 avec Isabelle Barthes. Bonjour Isabelle. Autour Bonjour. du, autour de la thématique comment reconstruire un collectif de travail en 2022. Masterclass qui a suscité beaucoup d'intérêt. On a énormément d'inscrits pour cette première de l'année. Donc vraiment hyper content de pouvoir partager avec vous. Donc beaucoup de personnes qui connaissent pas encore Up Together. Juste en 2 mots, moi je suis donc le cofondateur d'Up Together. Up Together, on est une startup RH. Nous, notre mission, c'est d'améliorer la collaboration au sein des organisations, au sein de vos entreprises. On a vraiment cette vision et cette conviction que les entreprises de demain, celles qui pourront vivre toutes les transformations, seront celles qui auront des collectifs forts où la collaboration sera vraiment d'un très haut niveau et d'une super qualité relationnelle. Et ça, nous, on le fait comment? On a développé un nouveau format d'apprentissage qui s'appelle du coaching collaboratif, où concrètement, on réunit vos managers par petits groupes de 8 et ils se coachent les uns les autres sur leurs problématiques pour à la fois développer leurs compétences de manager coach et développer une culture commune. Donc, c'est quelque chose qui est très puissant et qu'on fait depuis 2 ans et qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, on est plutôt très content. Et j'en viens justement au sujet du jour. Comment est-ce qu'on l'a choisi? On l'a pas sorti de notre chapeau. Cette question qui est comment je relance un peu la machine en 2022, comment je remobilise mon équipe et mon collectif était vraiment le gros sujet fin 2021 dans les ateliers de coaching collaboratif. Les managers échangeaient entre eux sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a eu le grand plaisir d'aller rencontrer et demander à Isabelle Barthes de vous préparer une masterclass sur mesure sur le sujet. Isabelle, alors pour ceux qui la connaissent pas, c'est une des personnalités les plus en pointe sur l'innovation managériale. Isabelle est top voice LinkedIn, elle est chercheuse, elle travaille vraiment sur ces sujets d'actualité, elle a piloté aussi des écoles de management, c'est une auteure. Et avant de lui laisser la parole et vraiment la remercier chaleureusement d'être aujourd'hui avec nous, je vous rappelle que cette masterclass, elle est interactive. Il y aura des petits sondages, vous pouvez poser vos questions. Isabelle les traitera évidemment en fin de masterclass. Vous pouvez voter aussi pour avoir les hot topics. Donc vraiment, regardez le chat. N'hésitez pas à participer. On est entre nous. Voilà. Isabelle, encore un grand merci d'être là. Et puis, je vous laisse la parole pour votre masterclass. Merci Grégoire. Donc, j'espère que tout le monde m'entend bien. Grégoire, c'est bon? C'est parfait. Parfait. Donc, merci de votre accueil. Merci à tous ceux qui sont autour de leur ordinateur. Alors, peut-être simplement d'un point de vue sonore, mais il y aura pas mal d'images. Donc, voilà, ça vous obligera peut-être à vous recentrer sur votre écran. Puis l'écoute peut être flottante, ça ne me pose pas de problème. Donc, je suis ravie de participer à ce collectif parce que ça va être un vrai collectif pendant 1 heure sur cette thématique qu'on va explorer ensemble, donc la construction d'un collectif. Alors, je m'empresse de dire que je ne suis pas au lac de Caume, malheureusement, c'est un fond d'écran. Voilà, je fais l'inverse d'un autre ministre récemment, j'ai un faux fond d'écran, mais je suis dans mon bureau. Voilà, donc ça c'est, et j'aimerais bien qu'il y ait autant de soleil au-dessus de ma tête qu'il y en avait cet été en Italie. Alors, comment on va reconstruire un collectif? Je crois que c'est une question qu'on a envie de se poser tous ensemble. Alors, bien sûr, il y a du comment, mais je vais vous proposer, parce que je pense que vous êtes tous des gens très intelligents, qui avaient envie de comprendre, aussi beaucoup de réfléchir au pourquoi avant de parler du comment et pas tomber dans le solutionnisme et les évidences qui sont toujours un peu piégeuses. Et je commence avec une photo d'enfant. Vous en avez tous, vous en avez parmi dans votre entourage, ces petits-enfants qui construisent ensemble un jeu de construction. Et vous verrez que je terminerai là-dessus, je vous expliquerai pourquoi, mais je crois que c'est fort de voir que ce n'est pas la question du collectif, ce n'est pas que la question de l'entreprise et du monde du travail, c'est bien d'autres choses. Et d'ailleurs, je crois qu'on va commencer tout de suite, Grégoire, par poser la question de savoir… Effectivement, c'est pour vous, je la mets dans le chat, c'est est-ce que vous auriez la gentillesse pour qu'on prenne un peu la température? Qu'est-ce qu'évoque le mot collectif quand on vous le dit? Si en un mot, vous pouvez nous dire pour qu'Isabelle puisse un peu prendre la température. Alors Isabelle, je ne sais pas si vous voyez bien le chat sur votre tablette. je vois le Euh, chat, ça rentre, ça rentre. Ensemble, force, on a 4 ensemble d'un coup. Ensemble, Collaboratif, collaboration, dynamisme. dynamisme, aller plus loin.
ensemble, équipe, collaboration, plaisir de travailler ensemble, entraide, cohésion, bienveillance, plus fort, fun. Fun. Ouais. Bon, On a le tips, ensemble qui revient beaucoup. place de l'individu. D'accord. Co-construction, complémentarité, soutien, mutualiser, écoute, empowerment. Ouais. Un vœu pieux. Bon, ben, je vois qu'on est très, très en ligne. Galère. Bon, ben, je vois qu'on est. Tous les mots que vous proposez, ben, je ne vais peut-être pas tous les prononcer de la même façon, mais vous allez voir qu'on est très en ligne. Donc, merci. Continuez. Hein, de toute façon, le chat, Grégoire est chargé. Comme je ne vais pas avoir. Je ne sais pas encore faire les deux avec mes deux yeux. Continuez éventuellement à poser des questions. Je vous interpellerai de temps en temps et c'est très intéressant de vous entendre aussi et pour tout le monde hein, de partager. Donc moi, je vous pose la question plus de l'image. À quoi pensez-vous en entendant le mot collectif, mais peut-être en termes d'image? Et c'est vrai que je vous apporte la réponse qu'on a souvent quand on tape collectif sur Google, quand on regarde collectif, on pense souvent aux sociétés animales. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux qui ne vivent qu'en société, qui ne savent pas exister autrement qu'en étant en société. Alors bien sûr les insectes, avec les abeilles, les fourmis, mais il y a aussi les poissons, les oiseaux, et puis quand on y réfléchit, énormément d'animaux vivent en troupeau, je pense aux éléphants, je pense aux loups, on y reviendra. Et c'est intéressant de voir, et ça, ce n'est pas du tout ma spécialité, mais de voir en effet que ces sociétés d'animaux, ces collectifs d'animaux, d'abord ne savent pas vivre seuls, et les individus sont perdus seuls, et construisent en effet des forces et des intelligences collectives, ça c'est un mot sur lequel je reviendrai beaucoup, pour aller plus loin, pour aller plus fort, et surtout pour résoudre des problèmes ou trouver des solutions qu'ils n'auraient pas s'ils étaient séparés. Voilà. Et alors, quand on pense collectif humain, alors je ne sais pas vous, parce que là j'ai eu beaucoup, beaucoup de concepts, hein, la solidarité, la confiance, le partage sont des concepts, mais concrètement, des collectifs, ça peut être quoi? Et ça, là, vous pouvez continuer à le mettre dans le chat. Là, on va beaucoup parler du monde du travail, et je vais me resserrer là-dessus, mais un collectif, c'est un équipage sur un bateau, et on voit dans cette image que chaque geste est millimétré, et qu'en effet, si on ne veut pas chavirer ou si on veut gagner la course, eh bien, il faut que chacun joue son rôle dans l'équipe. La coordination et la collaboration sont absolument indispensables. On peut penser au rugby, au sport, où nous avons, c'est par exemple ces troupes avec le haka, là, ce chant tribal qui remonte du fond des âges, et cette danse qui font que le collectif va aller sur le terrain pour gagner, se donner cette énergie, cet esprit sur lequel on reviendra beaucoup, de la gagne, hein, et puis l'orchestre avec cette musique qui circule, les violons qui sont très présents, là on les voit, mais dont on sait que s'il n'y a pas le petit coup de cymbale ou de triangle, eh bien l'œuvre ne sera pas la même. Et donc cette musique qui circule, avec aussi un autre collectif qu'on voit là en arrière-fond, qui sont les spectateurs, les auditeurs, car en effet, il y a une interaction pour qu'une œuvre existe entre ceux qui l'écoutent et ceux qui la jouent. Vous voyez, il y a des mots déjà qui ressortent et que vous avez donnés, qui sont l'interaction. Alors, c'est très intéressant de voir que ces collectifs existent et que c'est vrai que quelquefois, eh bien, c'est moins simple. C'est moins simple et le monde du travail, je crois que l'évidence que je viens de voir dans la musique ou dans le sport, qu'on prend souvent comme des exemples très inspirants, mais en fait, tout le monde est très motivé à aller jouer parce que c'est une passion d'aller jouer de la musique ensemble, c'est une passion de faire du sport ensemble. C'est moins vrai dans l'entreprise où le matin, on se lève, on a les pieds de plomb. Tous les ouvriers ne pensent pas à construire la cathédrale McDonald's ou la cathédrale Veolia ou la cathédrale EDF. Je suis peut-être désolée de vous décevoir, mais se lever le matin pour aller bosser, c'est souvent pas des bonnes raisons. On n'aime pas souvent ses collègues, pas toujours ses collègues, on n'est pas toujours partant. Donc, c'est vrai que le monde du travail marque ses limites, les comparaisons avec le sport marquent ses limites. Mais j'ai quand même envie de pointer ce qui s'est passé en 1998 et que je trouve extrêmement intéressant. Si vous vous souvenez, pour les plus vieux d'entre vous, les plus vieux ou les plus seniors ou les moins jeunes, Aimé Jacquet avait été conspué, interpellé, challengé, mais d'ailleurs, on disait qu'il y avait 60 millions de sélectionneurs en France, parce qu'il avait choisi une équipe de football qui n'était pas une équipe des hyper bons joueurs, qui étaient souvent des hyper égaux, et il avait écarté des gens qui paraissaient évidents.
Et il avait dit cette phrase que j'ai retrouvée: le travail individuel permet de gagner un match, mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du Monde. Et il a gagné la Coupe du Monde avec une équipe de personnes qui étaient peut-être pas, qui étaient tous d'excellents joueurs, qui, on le voit 30 ans après, enfin 23 ans après, sont toujours des gens hyper intéressants et on les voit dans les médias, ils ont tous fait leur chemin, voilà, mais qui ont su jouer collectif. Et ça, je crois que c'est un détour qui est quand même intéressant, même si je répète, la transmission des bonnes pratiques du sport et de la musique, par exemple, ne sont pas toujours dans l'évidence pour le monde du travail. Alors, c'est une question brûlante d'actualité, hein, ces collectifs. Moi, je passe du temps dans les entreprises avec des DRH, des managers, et vraiment, voilà, c'est un sentiment, alors j'ai mis plusieurs mots, mais d'éparpillement. Les gens, depuis 2 ans, se sont éparpillés. Alors, ils sont éparpillés dans leur tête, ils sont éparpillés, le collectif s'est fractionné, ils sont déménagés. Là, j'étais encore avec quelqu'un qui me disait: «Ben, voilà, j'en ai perdu». Ça, c'est un mot que j'ai souvent entendu dans la bouche de DRH. «J'en ai perdu. Ils ont déménagé, je ne les vois plus». Le sentiment d'injustice a aussi beaucoup, beaucoup prospéré, l'injustice du télétravail, ils ont droit au télétravail, ils n'ont pas droit, des primes qui étaient accordées par rapport à cette fracture, hein. La perte de sens, on y reviendra, l'impression d'avoir un bullshit job parce que peut-être que cette cohésion, ce collectif qu'on avait en présentiel, ben, comme il a été perdu, ben, on se retrouve seul devant son ordinateur à remplir des tableurs Excel, à répondre à des mails et en effet, on ne voit plus le sens de son travail. Donc, ce sont beaucoup de fractures entre les personnes qui, d'ailleurs, faisaient équipe avant. C'est de la peur de l'avenir, c'est beaucoup de fatigue et d'usure qui font que, en effet, c'est compliqué. C'est aussi une montée en puissance de comportements beaucoup plus affectifs. Là aussi, les managers et les RH disent: j'ai jamais eu autant d'affectifs, l'intime est remonté à la surface, alors que c'est du travail, ce n'est que du travail. Puis des nouvelles exigences, ben oui, on a goûté à l'autonomie, on a goûté à des horaires plus variables, on a goûté à la conciliation vie privée, vie professionnelle. Voilà, on attend beaucoup plus du travail et de l'entreprise et ça se traduit, vous le savez, par le fameux Big Quit dont on parle beaucoup aux États-Unis, dont certains médias se font l'écho pour arriver en France. Là aussi, je crois qu'il faut raison garder. On n'est peut-être pas du tout dans ce phénomène, tout simplement parce qu'on a un marché du travail qui est beaucoup plus rigide, beaucoup moins souple, mais on sait que sur certains secteurs, c'est en effet quand même un vrai départ de personnes qui ne se retrouvent pas dans le travail qu'ils accomplissaient. Alors, j'ai été regarder quelques chiffres pour ne pas simplement parler, donner de l'opinion. Et j'avais trouvé qu'un chiffre de l'INSEE de 2019, mais il n'y a pas eu d'enquête plus récente, qui disait que les raisons de démissionner, c'était d'abord le salaire, les faibles possibilités d'avancement, le mauvais climat de travail et le manque de reconnaissance. On revient toujours à ces éléments, toujours. Et est-ce qu'en 2021, le manque de reconnaissance ou le mauvais climat de travail ou les difficultés voilà, ont remonté? J'ai vu des études, hein, nombreuses, mais je ne les ai pas trouvées suffisamment fiables pour pouvoir les mettre en avant. Le Big Quit aux États-Unis, oui, mais j'ai regardé là aussi les chiffres. 3% de l'ensemble des salariés du secteur privé ont quitté leur travail en août 2021, mais c'était déjà presque ce chiffre en janvier 2001. Donc, voilà, on a véritablement un phénomène, mais quand on regarde sur le temps long, on va le voir, c'est un trend. Ce n'est pas uniquement quelque chose alors, qui a été bien sûr mis sous la loupe avec des problèmes de pandémie, mais qui existait déjà en germe. J'ai trouvé aussi intéressante une étude de 2007 sur comment préserver la santé mentale. Et vous voyez, c'est utilité du travail, rectitude, donc éthique, morale du travail, exercice de l'autonomie, occasion d'apprentissage et de développement, qualité des relations professionnelles. On retrouve les mêmes choses il y a 14 ans de ce qu'on nous met en avant actuellement. Mais il est vrai quand je regarde aussi les chiffres de l'INSEE, qu'en 2018, par rapport à 2015, 45% des entreprises déclaraient faire face à des difficultés de recrutement contre 21% en 2015. Et sur certains secteurs, l'aide à domicile, le transport routier, la production industrielle et l'hôtellerie-restauration, ça s'est véritablement amplifié. Alors, je dis ça parce que je veux inscrire ça, non pas faire semblant qu'il y a un phénomène nouveau, c'est un phénomène qui s'est accéléré, auquel on fait face,
Mais voilà, c'est du temps long aussi qui est intéressant à explorer. Je dis aussi une chose très importante, c'est que du coup, il y a un enjeu très, très fort sur cette capacité à rendre beaucoup plus attractifs les collectifs. Pourquoi? Parce que quand vous regardez des études très récentes, par exemple aux États-Unis, eh bien, on n'est pas en train de dire, contrairement à ce qu'a proposé Biden, et peut-être ce qui est en train de se mettre en place en France, il faut travailler mieux les conditions de travail des serveurs dans les restaurants ou augmenter leur salaire. On est en train de dire comment on peut se passer de serveurs. Et vous voyez de plus en plus de choses qui sont la robotisation, l'intelligence artificielle, qui prennent le pas sur les humains qui ont quitté leur travail. Donc voilà, je modère un petit peu les propos avec des chiffres et avec des phénomènes qui ne sont pas toujours ceux qu'on souhaiterait, mais qui se mettent en place. Alors, c'est vrai que ça interpelle beaucoup les managers. Je pense que dans ceux qui m'écoutent parmi vous, vous êtes manager. Est-ce que là aussi, il faut se poser la question, est-ce que ce phénomène de déliquescence ou de fracturation des collectifs n'est pas aussi une mise au jour de défaillance de management? C'est-à-dire que ce qui se faisait en présentiel a disparu, bien sûr, on va en reparler de l'informel avec le distanciel, mais est-ce qu'il était bien normal, je pose la question, de rentrer 10 fois dans la matinée dans le bureau d'un collaborateur pour lui de préciser des choses? Est-ce qu'il était bien normal ou professionnel de mettre la pression à un collègue ou qui vienne vous revoir parce qu'il n'avait pas compris ce que vous lui demandiez, passer des heures à papoter pour là aussi compenser peut-être donc un déficit managérial? Je pose la question. La deuxième chose, je l'ai dit, montée en puissance de l'affectif, mais qui nous amène à psychologiser beaucoup les relations. Est-ce que le monde du travail est le lieu de l'affectif? Est-ce que ce n'est pas aussi qu'un endroit où on a des relations qui sont des relations avec des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien, avec lesquels on doit travailler, mais pas forcément nos meilleurs amis? Et puis, bien sûr, ce phénomène d'usure physique et psychologique réel et qui fait que la marmite explose. Mais ça, on espère que les choses vont se remettre d'aplomb assez rapidement. Alors, la question qu'on voulait vous poser à ce moment-là avec Grégoire, c'est vous et votre collectif. Donc, Grégoire, je te laisse la parole. Oui. Donc la question, c'est de savoir, donc c'est dans l'onglet sondage, c'est effectivement ce que vous recherchez en premier dans un collectif. Donc là, vous avez 5 propositions, c'est pour qu'on voit un peu vous, justement votre besoin. Alors je vous en prie, allez-y. Alors Isabelle, vous voyez l'histogramme ou vous souhaitez que je vous partage les résultats? Alors, je veux bien parce que je ne le vois pas. Alors, on a, Si c'est possible. j'attends que les tendances se stabilisent Oui, un oui, peu. bien Bon, sûr. c'est vraiment à 60%, 65% la collaboration en premier lieu. Après, la notion de plaisir qui revient à 17%. Et la performance, ainsi que la reconnaissance arrive à la fin et Ah oui, la je vois. réassurance, personne. Donc vraiment D'accord. collaboration, plaisir. Alors, c'est intéressant. Très bien. Très, très bien. OK. Et vous aviez, je crois, une deuxième question, hein, Grégoire? Ouais, tout à fait, là, c'est plus pour prendre la température parce que là, maintenant, on est 127 arrivés. On se demande avec Isabelle, vous, à l'instant T, est-ce que vous estimez que votre collectif de travail, donc votre équipe ou votre entreprise, vous l'estimez plutôt fort, faible, perdu, ou vous estimez ne pas avoir de collectif de travail? Et ça, c'est vraiment, à l'instant T, début 2022, là, vous en êtes où? OK. Donc c'est chouette, il y a plutôt Ouais, 40 d'entre vous qui estiment avoir des collectifs forts et 40 des collectifs faibles. d'accord. Donc le collectif existe par définition, mais en effet, il n'est peut-être pas aussi fort qu'on le souhaiterait. Ouais, le faible a pris la marche. Ouais, c'est très, très partagé. Ouais, D'accord. et des perdus, 10% ont quand 10. même, 10% ont quand même perdu se sentent oui, perdus. Oui, donc le phénomène, comme on disait, est vraiment une question importante. Hein. D'accord. Bon, du coup, on va avancer. Du coup, on va avancer. Merci de vos partages. Alors, donc je disais les collectifs malmenés et je disais avant de parler du comment et puis c'est quand même du temps long. Je crois que vous le savez, on est dans un paradigme maintenant qu'on appelle l'hypermodernité qui est arrivé, qui existait déjà, mais qui a été construit dans un colloque, un congrès auquel j'ai participé d'ailleurs, autour de sociologues comme Aubert,
Gaulle-Jacques, Gaucher, Castel, enfin vous les connaissez tous, et qui actait la montée en puissance d'une société d'individus, de l'individualisme, avec ce phénomène que Robert Castel avait appelé la désaffiliation. C'est-à-dire, je ne suis plus affilié à une communauté et je suis un individu qui, Ehrenberg aussi avait beaucoup travaillé là-dessus, mon totem, c'est moi, et c'est le parce que je vaux bien de L'Oréal, par exemple. Rosan Vallon, dans les années 80, avait déjà acté la baisse d'un collectif très important dans les entreprises, enfin surtout après la guerre, c'est la baisse des adhésions syndicales, qui dans les années 70 avait chuté de plus de 30%. Et on constate actuellement, tous les politistes le disent, une anomie politique avec des participations aux élections qui sont extrêmement faibles. Et en effet, dès 2000, Saint-Guy avait eu un livre qui s'appelait Libre ensemble, et puis après Être seul ensemble. Les familles aussi démontraient que les familles, oui, c'était ensemble, mais le repas était décalé, la façon de prendre ses loisirs était décalée, et il n'y avait plus ces collectifs, alors qui existaient peut-être avant, peut-être, en tout cas, auxquels on semble aspirer. Donc on est quand même, depuis maintenant plus de 20 ans, dans ce mouvement d'hypermodernité, d'individualisation de la société. Avec pourtant l'existence de collectifs différents. Vous voyez, ce matin, j'écoutais les informations, on parlait d'une nouvelle manifestation, de nouvelles manifestations des enseignants, et j'entendais une directrice d'école qui disait « on va tous se réunir, on va faire une retraite au flambeau pour faire quelque chose de différent, se sentir ensemble ». Alors c'est contre, hein, mais on a des collectifs, et quand vous pensez des collectifs, on vous a beaucoup, et on va parler du monde du travail, mais vous faites peut-être partie d'une association, d'un club de sport, toutes sortes de collectifs qui font partie de votre identité. Et moi, j'aime beaucoup, même s'il a été très, très chahuté, ce concept de tribu de Maffesoli, qu'il a d'abord mis au jour dans la consommation, mais l'idée que, eh bien, une entreprise, c'est aussi beaucoup de tribus, c'est des clans. Vous voyez, j'avais, il y a quelques années, réfléchi à l'université, l'impossible réforme de l'université. Pourquoi? Parce que l'université n'est pas à voir comme une organisation professionnelle, comme on le dit trop souvent, mais comme un ensemble de clans. C'est une organisation clanique. Et c'est vrai que je trouve très intéressant de voir que nous nous affilions et nous nous désaffilions, pour reprendre le mot de Castel, à des tribus. Ceux qui aiment tel sport, ceux qui aiment telle musique, et dans l'entreprise, peut-être rien à voir avec le service auquel on est affecté. Mais ces collectifs existent, et ça montre qu'on a une aspiration humaine à en faire partie. Alors, pourquoi il y a eu ces forces, quelles ont été ces forces structurantes qui nous ont amenés à cette situation? Eh bien, c'est d'abord l'individualisation des parcours professionnels. Quand on a compris qu'on ne pouvait plus garantir l'emploi, on a garanti l'employabilité en donnant la responsabilité à chacun. Et le point d'orgue, c'est le CPF, hein, où je suis amenée à choisir moi-même mon développement professionnel. C'est intéressant, mais ça individualise les parcours. L'individu petite entreprise, hein, comme le chantait Bachung. Toutes les organisations de plus en plus matricielles, où on a des task force, des managements par projet, même les holacraties, on le voit, c'est des réunions de collectifs ou de projets qui se font et se défont. Et puis, bien sûr, les réseaux sociaux, avec la multiplication des appartenances aux réseaux sociaux. Et si vous avez envie de relire Zimmel, ce formidable sociologue qui est l'ancêtre des réseaux sociaux, et qui expliquait qu'en fait, plus on est dans des réseaux différents, et bien plus on est un individu fort, mais on est un individu. Et ça se traduit beaucoup par de la présence absente. C'est-à-dire que si vous y réfléchissez, vous le savez, vous êtes dans une réunion, eh bien vous êtes en train de faire des mails avec d'autres personnes, vous êtes à un repas de famille, mais vous êtes sur Facebook avec d'autres amis. Et donc on est constamment dans cette au centre de multiples réseaux, mais en même temps, moi, individu, au milieu des autres. Alors ça nous introduit à pourquoi vouloir reconstruire des collectifs, parce qu'après tout, on est dans une société que je décris comme de plus en plus individualisante. Alors, c'est ce que vous avez dit. On a peut-être plus de recherches, les études le montrent ou le démontrent faiblement, mais elles le disent, plus de performance. On est peut-être plus rapide seul, mais on va plus loin et on est plus fort ensemble. Plus de bien-être. Alors là, vous l'avez beaucoup dit, le plaisir. Ça, je crois que cette notion, en effet, d'être… Mais est-ce qu'on est toujours avec des gens qu'on a choisis ou avec qui on a envie d'être dans un collectif de travail? Ça, c'est là une question. Plus d'agilité.
Ça, c'est la capacité à affronter l'avenir. On va un peu en parler, mais l'agilité, c'est un sujet en soi et je ne l'aborderai pas forcément, mais j'y reviendrai un peu. Plus d'innovation, on le voit aussi, et plus de sécurité. C'est quand même quelque chose aussi qui vient beaucoup. Beaucoup de, voilà, j'ai envie de dire, beaucoup d'envie, beaucoup d'évidence. Hein, Together, everyone achieves more. Mais on peut se poser la question de est-ce qu'on en a en réalité tant envie que ça? Et du coup, peut-être se dire que derrière cette évidence du collectif, vous savez, c'est comme un tapis de neige bien blanc, magnifique, bien lisse. Et quand ils font le tapis de neige, ben, on voit des ordures, on voit des ornières. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des failles, des contradictions que cette envie, cette aspiration du collectif cacherait? Par exemple, une idéologie qui serait une société des égaux. Est-ce que c'est possible? Égaux AUX, hein, et alors qu'on est plus sur une société des égaux EGO. Alors du coup, quand on regarde ça, ben, il y a beaucoup de tensions, de lignes de tension, alors qui peuvent être aussi autant de réponses, hein, mais qui peuvent aussi souligner les inquiétudes et la densité du défi, hein, quand on veut construire ou reconstruire ce collectif. Eh bien, on a en effet ben, les individus versus la communauté, on a le désir d'autonomie alors qu'il faut coordonner, on a le désir de réussite, mais souvent individuel, de plus en plus individuel. Je lisais des études dans le monde du sport. Vous regardez le football, par exemple, de plus en plus, ou le rugby, qui était vraiment le sport collectif le plus éthique, le plus regardé. Et ben, de plus en plus, ce que je disais, c'est que être dans une équipe et y rester longtemps, c'est plus un signe d'échec que de réussir à changer d'équipe très rapidement. Et on le voit bien dans le monde du foot, par exemple, alors qu'il faut coopérer, cette réussite, alors qu'il faut coopérer pour une réussite commune, la concurrence entre personnes, alors qu'il faut des alliances, la liberté tellement revendiquée, je ne vais pas faire un speech sur le vaccin hein, actuel, mais la liberté versus sa responsabilité dont on a besoin quand on est en groupe, mes droits, alors qu'il y a aussi des devoirs, la prise d'initiative, alors qu'il faut des règles, et moi, alors qu'il y a les autres. Et si vous vous souvenez, j'adorais cette slogan de la prévention routière il y a quelques années qui disait « les autres, c'est nous tous ». Voilà, mais souvent, les autres, c'est les autres. Et il y a moi avant. Et on voit bien toutes les lignes de tension qu'il y a quand on a charge de construire ou de faire vivre un collectif. Alors, je vais quand même aussi continuer à creuser sur qu'est-ce que c'est qu'un collectif. Alors, c'est quand on regarde un petit peu, j'ai repris un article de Jacqueline Barus-Michel en psychologie, psychanalyse. Ben, il y a la horde qui se caractérise par la domination, qu'a tellement théorisé Freud en 1913. Il y a la famille qui se traduit par la loyauté. On a du linge sale, mais on lâche en famille, on est loyal à la famille. La foule qu'avait théorisé Lebon en 1895, qui est la notion d'unisson. Le mot collectif est retenu, alors des fois dans des cadres un peu politisés, qui se traduit par un cadre et un objectif commun. La notion de groupe, qui se caractérise par la relation. La bande, hein, on est une bande. Alors là, elle est plus, le ciment, c'est le sentiment. Ça peut être la haine, ça peut être la violence, ça peut être l'amour. La réunion, qui est un thème. L'attroupement, qui se caractérise par la spontanéité et ce côté éphémère. La communauté, qui se caractérise par l'appartenance à une origine, à une religion, à une langue. L'équipe, la solidarité. L'équipage, dont j'ai parlé tout à l'heure, où là, chacun a sa place. La société est un collectif, le lien. La tribu, le clan dont j'ai parlé, avec ses rituels, ses alliances. Mais il y a aussi des castes, des classes, des clubs, les sectes. Donc voilà, quand on parle collectif, il y a toutes sortes de choses qui existent et qui font partie, à mon avis, j'en ai la certitude, de votre vie. Et c'est intéressant de voir aussi ce qui caractérise ces collectifs. Et si je me centre sur le monde du travail, eh bien, je crois qu'on va parler surtout d'équipe et de solidarité. Mais je vais pointer la réunion, qui est souvent un moment de collectif, plus un moyen, mais aussi un moyen de se regrouper, et avec une visée, me semble-t-il, vers la notion d'appartenance et de communauté qui m'intéresse beaucoup. Je vais essayer de développer un peu, tout en n'oubliant pas que dans beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations, surtout si elles sont grandes, mais pas que, eh bien, il y a ce phénomène de clan et de tribu, si vous y réfléchissez, qui peut
créer alors, des mini-collectifs, mais qui ne favorisent pas le collectif commun. Alors, si je me centre sur l'équipe pour avancer, le mot équipe vient du mot ship, je le prononce très mal, qui veut dire bateau en allemand, enfin, et qui très vite est devenu, j'ai été regarder les trésors de la langue française, pour voir un bateau de ce dont il a besoin pour naviguer. Et alors là, c'est intéressant, parce qu'un bateau pour naviguer, il a besoin, comme je le montre sur cette photo d'un équipage, hein, une équipe, mais il a besoin aussi de matériel, de voiles, de bouts, de drisses, etc. Et du coup, on peut avoir deux visions du collectif. Et je crois que c'est intéressant, là aussi, de se poser la question de quelle vision nous avons. Alors, il y a la vision ressources matérielles et humaines, comme vous le voyez avec cette photo que j'ai extraite, enfin que j'ai retrouvée d'un atelier en Chine, où le matériel et les êtres humains sont profondément indifférenciés. Et ça m'a fait penser, mais je n'entrerai pas du tout dedans, à la théorie de la traduction de Ackrich, Calon et Latour, hein, où vous avez cette chaîne humaine et matérielle qui se met en place, là, qui crée un collectif. Et il y a une vision d'eux, je pense que c'est celle, mais c'est intéressant de se poser la question, qui est celle que nous avons, qui est cette aspiration à être des sujets, donc des acteurs capables d'alliance, d'initiative, d'inventivité, avec ce que j'aime beaucoup, l'esprit d'équipe. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette notion d'esprit, et qui me semble être voilà, le petit plus qui fera qu'on a un collectif animé et qui est porteur. Alors, si j'essaye de tenter une définition, je vous propose celle-là, un ensemble défini de personnes. Alors, je sais qu'il y a de plus en plus la notion d'entreprise élargie, d'hôpital élargi, de parties prenantes, mais je crois qu'il y a un moment, si on dilue le collectif, et c'est un des risques que nous avons actuellement avec toute la virtualisation de nos environnements, c'est intéressant quand même d'avoir un périmètre qui partage un esprit, donc j'y reviendrai, une vision, des valeurs communes, et investi d'une mission et fournissant des efforts solidaires pour la mener à bien. Et la mission, on l'a vu, c'est un beau concert, c'est gagner un match, c'est arriver à réussir à lancer un nouveau produit. Voilà. Et je pense que là, on a un petit peu l'ensemble de ce que je vois, en tout cas, dans l'entreprise comme collectif. Ce qui ne veut pas dire toujours que collectif veut dire esprit collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un collectif de travail où on coopère, où on collabore, où on travaille même de façon harmonieuse, mais on s'arrête à la coopération. Et l'esprit collaboratif se positionne sur la notion d'intelligence collective que je vais essayer de développer un petit peu. Alors, j'ai essayé de trouver des définitions d'esprit d'équipe et la meilleure que j'ai trouvée, c'est celle de Peter Drucker qui dit « Le meilleur indicateur du développement de l'esprit d'équipe est le pourcentage de nous divisé par le nombre de jeux. » J'ai trouvé ça très intéressant et j'ai ajouté avec un nombre minimal de « on » ou « il ». Moi, c'est une chose qui me frappe toujours. Quand je mène des entretiens dans les entreprises, par exemple, quand aussi je suis des alternants ou des stagiaires chez mes étudiants, est-ce que j'entends « nous » ou est-ce que j'entends « on » ou « il » ? Et je suis sûre que vous avez déjà fait la réflexion. Quand on passe du jeu à « nous » ou du « on » à « nous », c'est gagné, il y a équipe. Mais quand on continue à parler de son entreprise, de son service en disant « il »,« on » ou « je », il n'y a pas équipe. Et je crois que quelque part, moi, en tant que manager, parce que comme l'a dit Grégoire, j'ai managé à plusieurs reprises des équipes importantes, je crois que ce que j'aimerais, une de mes ambitions, c'était qu'on se reconnaisse. Et j'ai mis exprès cette affiche que vous reconnaissez peut-être, alors là, très, très, très ancienne, des envahisseurs, des invaders. Vous vous rappelez, les envahisseurs, ils se reconnaissaient parce qu'ils avaient le petit doigt raide. Et je crois que quelque chose d'hyper intéressant que j'ai vécu 2 fois dans ma vie, c'est se reconnaître de la même entreprise, je reste dans le monde du travail, alors qu'on ne se connaissait pas. Je l'ai connu 2 fois. J'ai travaillé il y a très longtemps dans le pétrole, en Afrique, et je travaillais avec l'entreprise Bouygues. Et Bouygues avait monté avec ses ingénieurs à l'époque, on est sur de l'ingénierie pétrolière, toutes sortes de choses qui faisaient qu'il y avait une communauté qui s'appelait d'ailleurs le Mine Orange. Et il y avait plein de petits signes qui faisaient que ces ingénieurs, et ça m'avait frappé, faisaient communauté avec la fierté d'appartenance à cette entreprise.
Et je l'ai retrouvé dans un institut de recherche dans lequel j'ai beaucoup travaillé, et qui s'appelle l'ISEOR, je vais le dire, et où on avait des méthodes de travail, des valeurs partagées, des façons de faire les choses, qui fait que des années après, il m'arrive dans des réunions universitaires ou des réunions professionnelles de me dire, mais lui, il a dû passer par l'ISEOR, parce que je vois sa façon de se comporter et de travailler. Et je ne sais pas si vous avez vécu ça, ou si vous, en tant que manager, vous y pensez. Et moi, je me suis toujours dit, quand je dirigeais des écoles, si mes étudiants, 20 ans après, 30 ans après, pouvaient se reconnaître à travers le monde, en se croisant dans un aéroport ou dans une réunion de travail, alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont alumni de la même école. Alors, faire équipe, ce n'est pas pour moi un idéal, c'est un commun. Et il y a un mot très important que je veux positionner, c'est la loyauté. Est-ce qu'on est loyal à soi ou est-ce qu'on est loyal à son collectif? Ça, c'est un vrai sujet. C'est tout le sujet de la dissonance, c'est tout le sujet des valeurs, mais c'est cette notion de loyauté qui est importante. C'est s'accorder sur un fond de désaccord persistant. Comme on l'a montré, je l'ai montré tout à l'heure, cette petite image d'Astérix, on est tout le temps en concurrence, on est tout le temps en désaccord. Il faut voir le collectif comme un équilibre qui n'est jamais acquis. Le collectif est aussi, les psychologues nous le disent, une fonction protectrice pour la subjectivité des individus. Alors, ça permet d'alléger les décisions. On n'est pas tout seul à décider. Alors après, je ne vous fais pas un cours de management participatif, etc., le consensus. Mais malgré tout, c'est plus simple de consulter, de pouvoir demander. Et puis aussi, les questions portent sur l'activité, mais pas sur la personne. Dans un vrai collectif, on ne va pas mettre en cause des personnes. On va travailler ensemble et on va objectiver autour de l'activité ensemble. Et puis, le collectif, ça permet de faire face au travail réel par des notions d'ajustement, de transgression, d'élaboration. Tout à l'heure, je parlais de créativité, d'innovation, pour ne pas être dans le travail prescrit uniquement et d'avoir cette zone de capacité à affronter des crises ou des difficultés. Et puis, ça apporte un étayage identitaire, comme j'en parlais tout à l'heure, en parlant plutôt de communauté, ça permet peut-être d'exister. Le défi va être donc de créer ou de recréer des collectifs sans bâillonner l'individualité, parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas possible de raisonner autrement, en tout cas dans nos sphères actuelles. Alors, très vite sur le comment, je vais venir sur quelque chose que vous connaissez par cœur, c'est le fameux Golden Circle de Simon Sinek. Voilà. Et je crois qu'actuellement, si on veut reconstruire un collectif, il faut ralentir, il faut se poser, il faut prendre du temps et il faut revoir avec son équipe, non pas le quoi, non pas le comment on fait, mais le pourquoi. Pourquoi on est là? C'est ce centre doré de la cible que nous montre Simon Sinek. Et pour ça, il faut travailler, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps avec plusieurs associations ou entreprises, mission, vision, valeur. Alors, les questions à se poser, et c'est tout simple, on est 10, on est 50, on est 100. Quelle est notre mission? Pourquoi notre entreprise existe-t-elle? Pourquoi elle a été créée? Il y a très longtemps, on parlait de métier. Voilà, mais ce fond commun qui fait qu'en une phrase, on est capable de parler de sa mission. Et si vous allez sur Google, une fois plus sur les sites de beaucoup d'entreprises, très peu ont fait cet exercice. Moi, je l'ai fait en tant que directrice d'école de management, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors, c'est évident que toutes les écoles de management forment de futurs leaders internationaux, capables, ouverts sur le monde, ouverts aux autres, etc. Mais on affiche ça dans les salles de cours, on affiche ça dans les bureaux, et chacun peut regarder sur quelle mission il est. Alors, mesurer aussi la distance par rapport à cette mission, mais mesurer aussi peut-être l'importance de ses actes pour contribuer à cette mission. La vision, où on sera? Alors, c'est très dur actuellement, je crois que j'avais fait pour vous une conférence sur l'incertitude. Oui, on est dans l'incertitude. On a même frôlé l'imprévisible total. Mais justement, aidons, ce collectif doit nous aider à réfléchir à la vision Amazon, être l'entreprise la plus axée sur le client au monde, de l'ambition, un cap. Alors, on va regarder ses pieds, on va regarder les étapes, on ne va pas être uniquement sur les nuages et le sommet, mais ça aide à se projeter et ça aide à avancer. Et puis, les valeurs. Alors ça, c'est pour un collectif, à mon sens, ce qui est le plus important. C'est tous ces repères qui vont nous aider à comprendre qui on est ensemble, qui vont guider nos comportements et qui vont faire que ça va nous permettre de nous identifier par rapport à ces repères et à ces principes. Et je crois que c'est ça qui est important,
de travailler actuellement, et des entreprises le font, d'animer des ateliers autour de ça, alors avec le maximum de personnes. Évidemment, il ne faut pas que ça reste enquisté au niveau de la direction. L'objectif est de créer cette intelligence collective que j'ai amenée avec l'histoire du foot en 1998. J'ai repris une définition, c'est toujours important de définir, un ensemble de capacités de réflexion, de compréhension, de décision et d'action d'un collectif de travail restreint, issu de l'interaction entre ses membres et mise en œuvre pour faire face à une situation donnée, présente ou à venir complexe. Voilà, donc le mot interaction, vous avez cité, il est là. Mais ce n'est pas une interaction, c'est une interaction téléologique. On a besoin de savoir vers quoi on va. Et vers quoi on va, ben, c'est en effet aller vers quelque chose qui advient, vers l'avenir, ou affronter de façon plus courte des crises et des difficultés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi cette interpellation de Zarifian qui dit l'intelligence collective, c'est le dépassement radical de la distinction entre savoir et savoir-faire. C'est pour ça que l'intelligence collective, ça n'existe pas sans faire. Il faut faire. Et pour moi, le collectif, posé sur un papier ou simplement avec des affirmations ou des grands-messes, non, c'est dans le faire qu'existe le collectif. Donc, on retrouve ce construit multidimensionnel, l'interaction, si je l'aborde du point de vue cognitif, la confiance, ce ciment tellement important, si je l'aborde du côté comportemental, la conscience de faire partie d'un collectif. Et je pense que c'est une question intéressante. Voilà. De quel collectif je me sens faire partie? Pour ceux qui trouvent que leur collectif de travail est faible ou qu'ils sont perdus, ils font sûrement partie d'autres collectifs. Et managérial, donc la place du leadership dans la construction de ce collectif. Alors comment créer cette intelligence collective? Alors, j'ai très vite dit avec des bullet points, et vous m'en pardonnerez. Ce qu'on retrouve toujours à peu près, c'est mixer les profils, la notion de diversité. Quand on est tous le même, évidemment, on peut être efficace, efficient, il n'y a pas de coup d'entrée, mais très vite, voilà, on n'a pas cette intelligence collective qui permet d'affronter les crises et l'avenir par manque de créativité, par manque de vision différente. Pratiquer le questionnement itératif, c'est-à-dire des questionnements, mais re-questionner. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Voilà, toujours cette boucle et cette double boucle, cette triple boucle qu'on va avoir. Distribuer la parole à tout le monde. Et là, la crise de la pandémie l'a montré, des gens qui étaient très, très invisibles dans les entreprises doivent prendre la parole et ont des choses à dire sur l'entreprise, le fonctionnement, le métier qu'ils pratiquent. Ne pas hésiter à provoquer la contradiction, c'est ça aussi. Je parlais tout à l'heure de loyauté. Quand on fait des cours sur la conduite du changement, voilà, il y a les opposants, ceux qui ne veulent pas, et on dit ils ne veulent pas changer, ils ont peur du changement. Moi, ma théorie, c'est qu'ils sont loyaux à autre chose, loyaux à ce en quoi ils croyaient, et ils peuvent nous apporter beaucoup, beaucoup dans la contradiction à condition qu'on leur laisse la parole. Hybrider les idées, ça vient de la même idée, des gens à la prod, au marketing, voilà, ne pas écouter tout le temps les mêmes. On en voit les désastres en politique, particulièrement, avec les fameux grands corps, qui sont des collectifs aussi assez intéressants à examiner. Clarifier les règles de décision et imaginer l'imprévisible. Et c'est vrai que créer un collectif autour d'une séance, je l'ai fait de brainstorming, où on va travailler sur ce qui ne peut pas arriver, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et fédérateur. J'ai adoré cette étude de Google que vous connaissez certainement de 2016, qui me paraît être véritablement reflétée, qui était très solide méthodologiquement et qui reflète beaucoup de choses, et qui mettait 5 critères pour une équipe gagnante, mais une équipe gagnante, équipe, le mot est équipe. Le premier, et de loin, c'était la sécurité psychologique. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît essentiel, c'est-à-dire la capacité d'une équipe à prendre des risques sans que ça la mette en péril. C'est-à-dire de pouvoir prendre des initiatives, pouvoir faire des choses sans avoir peur de se faire taper sur les doigts. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas gagné, on va dire. Alors ensuite, il y avait la dependability, alors qui se traduit par fiabilité, c'est pas excellent. Je peux compter sur les autres. Et là aussi, est-ce qu'on peut compter sur les autres?
Et là, le système éducatif ne nous aide pas trop hein, à compter sur les autres. Je crois que c'est comme la sécurité psychologique. Hein, voilà, le crayon rouge, la moquerie du prof, nous fragilise beaucoup hein, par rapport à ces deux critères. La clarté, j'en ai parlé, est-ce que tout le monde a son rôle? Est-ce que c'est clair dans ses missions? Est-ce que la mission, est-ce que c'est compris? Le sens, très important, on parle beaucoup de bullshit job, en effet, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ce tableur Excel que je remplis, est-ce que ce budget que je remplis, où ça va? Est-ce que ça a du sens? Et puis l'impact, c'est-à-dire est-ce que mon geste, la notion de geste professionnel, va avoir un impact sur d'autres personnes, sur la société, et est-ce que je sais lequel? Ça, c'est très important. Et donc, on se retrouve avec des questions qu'on peut poser et se poser. Si quelqu'un commet une erreur dans l'équipe, est-ce que ça se retourne contre lui ou elle? Technique du bouc émissaire. Et on peut construire des collectifs autour des boucs émissaires. Ça s'appelle des coalitions. Est-il facile de parler de ces difficultés ou de ces problèmes? Est-ce que je peux compter sur les autres? Est-ce que c'est naturel dans mon équipe de demander de l'aide? Est-ce que je respecte les contributions des autres collègues? Et la question qu'avait posée Google, c'est pouvez-vous prendre des risques dans cette équipe sans avoir la crainte d'être critiqué ou sanctionné? Donc, pour moi, c'est un pilier majeur de la construction d'un collectif, réussir pour un manager à créer cette sécurité psychologique. Sur le temps long, c'est aussi de savoir travailler les espaces interstitiels, c'est-à-dire cultiver l'informel. Alors, c'est vrai que cet informel peut être le signal, j'en ai parlé, de certaines compensations d'un management qui n'est pas assez organisé, pas assez anticipé, mais l'informel, c'est ce ciment, hein, ce ciment qui fait que la structure de la matière existe. Et c'est vrai qu'on parle dans l'apprentissage de 70% sur l'informel. Moi, j'ai pu voir mes étudiants en alternance, pour certains condamnés à entrer dans leur entreprise, à travailler avec leurs collègues dans leur salon, dans leur cuisine ou dans leur petite chambre. Voilà, on voit bien que voilà, sous ce ciment que permet l'informel et qui permet de créer le collectif n'existe pas. Et puis, penser le temps long. Penser le temps long avec ce qu'on appelle en sport la troisième mi-temps. Là aussi, quand vous lisez des récits très intéressants ou dans certaines équipes ou dans certains sports, on a interdit la troisième mi-temps parce qu'il fallait être plus efficace, il fallait que ces sportifs soient plus en meilleure forme. On se rend compte qu'il y a deux événements qui peuvent se produire. Eh bien, le collectif sportif disparaît parce que la troisième mi-temps, c'était aussi un ciment. Et puis, ou se retourne contre le coach, l'entraîneur ou le capitaine qui a décrété qu'il n'y aurait pas de troisième mi-temps. Donc, il y a le temps court et il y a le temps long, mais l'interstitiel est extrêmement important. Tout ce vide, voilà, et ce vide qui a disparu, c'est vrai, pour ceux qui ont pratiqué et qui continuent à pratiquer essentiellement le télétravail. Alors, les objectifs qui sont autant de moyens pour un manager, pour un leader, mobiliser, contribuer à un sens de la justice partagée. Là, je crois que j'ai commencé par ça. Il y a un sens très, très, très aigu actuellement de l'inéquité et de l'injustice. Il faut faire avec. Préserver l'autonomie, c'est-à-dire donner des marges de manœuvre que beaucoup de salariés ont acquis grâce au télétravail, grâce au distanciel, et qu'il faut préserver. On ne reviendra pas en arrière. Gérer les récompenses. Beaucoup de dislocation des collectifs autour des primes, mais on connaît ça hein, dans tout ce qui est système de rémunération. Est-ce qu'on rémunère avec des challenges globaux, individuels? Responsabiliser. Je vous rappelle qu'il y a un phénomène qui avait été mis en évidence par un ingénieur il y a quelques dizaines d'années, Ringelmann, sur la notion de paresse sociale. Je vous donne un exemple. Un collectif, c'est par exemple une chorale. Vous faites semblant de chanter en ayant la bouche ouverte, mais vous ne participez pas à la chorale et ça ne sera pas vu. Donc, il peut y avoir dans un collectif l'idée qu'on va moins s'engager parce qu'on compte sur les autres. Reconnaître, la reconnaissance, ce fameux l'apport de tous, la confiance, la sécurité psychologique dont j'ai parlé, et puis cultiver ce sentiment d'appartenance, cet esprit d'équipe que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, c'est vrai que j'ai parlé du télétravail et du distanciel. Si vous travaillez avec des équipes hybrides ou virtuelles, il faut travailler avec mettre bien à plat 3 déterminants. Est-ce que vos équipes sont diverses? Plus la diversité est grande, plus les systèmes d'intégration, alors quand je parle de systèmes d'intégration, ils peuvent être humains, mais ça peut être aussi systèmes d'information numérique doivent être développés.
quelle est la centralité du projet? Plus le projet est marginal dans l'activité des personnes, plus la contribution est difficile et la mobilisation est difficile. Ça, on le voit beaucoup dans les personnes qui travaillent, par exemple, comme chargés de mission, chefs de projet, et qui doivent mener des task force, des collectifs ad hoc. Et puis la distance. Quelle est la distance? Alors physique, mais aussi temporelle, avec toutes les problématiques de différences culturelles, mais aussi d'asynchronie. Et ça, c'est des déterminants qui, avec la globalisation, avec le télétravail, accentuent les difficultés d'intégration dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui, si on les prend bien en compte, peuvent être gérées. Alors, le rôle du leader, eh ben, il est terrible, parce qu'il est très, très important. D'ailleurs, on peut se poser la question, je vous la pose, d'un collectif sans leader. J'ai du mal à le penser. Je pense qu'on relève là de la foule, on relève de l'attroupement, on relève de la tribu. Mais je pense qu'un collectif comme la vision que je vous ai proposée sur le long terme, elle est vraiment difficile sans leader. Alors, c'est un leader, si on relie Black et Mouton, de type intégrateur, c'est-à-dire capable de l'organisation des tâches, coopération, collaboration, parce qu'il faut aussi que tous ces process fonctionnent, mais aussi de lien social et de reconnaissance. Et ce n'est pas donné à tout le monde, comme vous vous en doutez bien. Quelle résolution en tant que manager? J'y reviens, accepter la controverse. Trop de managers ont trop de mal quand on les contrarie, quand on les contredit. Il faut y voir des sources d'idées. Accepter que des collaborateurs soient vulnérables, mal à l'aise, à la traîne. Et c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, là, il y en a eu. La vulnérabilité est montée en puissance. La vulnérabilité, ce n'est pas forcément, je vous rappelle la fable du roseau et du chêne, hein, ce n'est pas forcément mauvais, mais c'est intéressant à travailler et il faut être compréhensif, il faut être dans l'écoute et puis encourager les initiatives pour ne pas décourager ceux qui osent autre chose, même si ce n'est pas prévu dans le cadre qu'on avait imaginé. Et puis, je crois qu'il y a un degré, on parle beaucoup de bienveillance, oui, je ne vais pas prononcer ce mot, je ne l'ai pas écrit, de bienveillance, mais d'exigence. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'exigence de l'exemplarité vis-à-vis de soi-même, et puis que tous ses pairs aient le même comportement. Alors, des pistes qui peuvent être proposer une charte avec des règles de fonctionnement. Alors, ces règles de fonctionnement, elles vont porter sur la gestion du temps particulièrement et la notion de synchronisation. C'est vrai que la synchronisation dans un collectif, je parlais tout à l'heure d'asynchronie, je parlais de présentiel, de virtuel. C'est la fonction principale qu'on va avoir quand on manage un collectif. Une deuxième chose, c'est accompagner toute interaction par quelque chose d'humain. C'est-à-dire ne pas faire un mail à tous, mais plus souvent décrocher son téléphone, privilégier le moment présentiel pour passer du temps avec les gens et en effet cultiver cet informel. Privilégier la confiance, bien sûr, à l'accompagnement et l'accompagnement plutôt que le contrôle. Ça, on a beaucoup vu combien les salariés en télétravail ont souffert de la montée en puissance du contrôle. Aller vers les autres, et ça, ce n'est pas que le leader, ce n'est pas que le manager, c'est aussi toutes ces personnes qui contribuent au collectif. Il faut qu'ils soient proactifs. Donc, il y a aussi une démarche qu'on doit initier pour que l'ensemble des personnes soient en interaction. Et puis, choisir un animateur. Alors ça, je l'avais pris dans un hôpital où, pour garder vivant le collectif hospitalier, c'était un service d'urgence. Alors, c'était avant la crise, mais c'était compliqué pour eux déjà. Le directeur des urgences avait choisi des personnes pas loin de la retraite, qui avaient moins envie d'être dans l'épuisement que procure le travail aux urgences. Et ils en avaient fait des héros, H-E-R-A-U-T, je crois, c'est-à-dire des personnes qui créaient ce lien, qui faisaient les annonces, qui allaient entre les patients et les médecins, mais aussi entre les médecins, les internes, les infirmières. Et je crois que c'est intéressant d'avoir un animateur, particulièrement pour les réunions en ligne, pour les faire vivre et qui ne soit pas forcément le manager. J'ai perdu Grégoire. Est-ce que… Je suis toujours là, mais c'est juste ma caméra qui ne fonctionne plus. D'accord, mais on m'entend toujours. Voilà, parce que j'avais plus de retour. D'accord. Alors, je termine avec la notion d'incarnation qui me paraît très forte. Je vous ai mis quelques photos de leaders alors, qui sont
très distincts, très différents et très… voilà. Mais je crois que quand on veut un collectif et qu'on est un leader, un manager ou simplement un chef d'équipe, il faut se rendre compte que tout le monde vous regarde et que vous incarnez justement ce collectif. Avec ces 4 étapes qu'on voit toujours dans les discours de leaders, qu'on voit dans les discours aussi de coachs sportifs. Voilà, on donne une vision. Voilà ce que l'équipe va devoir accomplir. Ensuite, on donne la confiance. Je suis convaincue que nous pouvons y arriver parce que je m'inclus dans l'équipe et dans le collectif. Pourquoi c'est important? Il y a un enjeu. Et je crois très important de montrer que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi des efforts solidaires pour arriver. Il y a une notion d'effort dans le collectif de travail. Et puis, allez, on y va, on se met en action, parce qu'autrement, ça reste du papier, ça reste de l'idée, ça reste de « yes, we can », tout à fait. Et je crois que c'est très, très… voilà, c'est une bonne façon de visualiser les écarts. Je terminerai par, c'est mon tout dernier slide, par l'idée que c'est une soft skills, la coopération. Et c'est une soft skills à travailler. Alors, on la retrouve dans le World Economic Forum avec le travailler avec les autres et l'influence sociale. On la retrouve dans le Progress avec la coopération et la compréhension des autres. On la retrouve bien sûr dans les fameux Big Five avec l'empathie, la confiance, la coopération. Et je pense que c'est quelque chose qu'on devrait cultiver, mais tout petit. Que font certains pays? Moi, j'ai toujours été frappée quand je vais aux États-Unis, et je ne dis pas que c'est bien, mais c'est intéressant de voir le mot « community ». Je me rappelle des discours de directeurs d'école de management qui parlaient à leurs étudiants en termes de « community ». Vous êtes dans une communauté. Et je crois que notre système éducatif nous pousse plus à l'individualisation dont je parlais tout à l'heure qu'à l'idée de travailler ensemble. Je terminerai par une anecdote, mais qui m'avait frappée. J'avais un de mes enfants, j'en ai 6 et c'en était un, qui était anti-relation, très difficile, toujours dans l'agressivité, toujours dans les cris, toujours dans la taper ses copains, enfin on en a beaucoup comme ça, et qui avait été, on m'avait chaudement recommandé, les maîtresses à l'époque m'avaient chaudement recommandé qu'il voie un psy. Il avait vu un psy et il était rentré dans quelque chose que j'avais trouvé tout à fait passionnant. Un jour, j'arrive, je vais le chercher. Et en fait, il était avec 5 ou 6 petits garçons et filles qui étaient comme lui, des enfants qui ne s'exprimaient qu'en criant et en tapant sur les autres. Et ils étaient amenés à construire un jeu de Lego ou un jeu de construction ensemble avec l'interdiction de se toucher. Et tout devait passer par la parole. Et c'était très, très, très intéressant de voir que l'interdiction de se toucher les amenait à véritablement créer d'autres liens ensemble. Et je crois beaucoup à l'idée que tout petit, on peut être éduqué à cette soft skills qui nous semble en 2022, mais véritablement tellement importante, savoir travailler ensemble et savoir travailler avec les autres. Je terminerai avec cette citation de Rudyard Kipling dans le livre de la jungle, qui nous ramène au bestiaire aussi, je reboucle. For the strength of the pack is the wolf, and the strength of the wolf is the pack. L'idée qu'en effet, eh bien, alors on appelle ça la meute, mais le collectif, c'est la force du loup et la force de la personne, mais que la force de la personne, c'est la force du groupe. Et je crois que c'est, au lieu d'opposer individu, comme je l'ai fait au début, et communauté, mais il faut y voir une dialogie, c'est-à-dire une construction où chacun peut se renforcer. L'objectif étant, comme vous l'avez dit beaucoup, de bien travailler, de travailler bien, de faire du beau travail et d'être bien ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle, merci beaucoup pour tous ces conseils en fin de masterclass et toute cette vision, ce partage. On a eu pas mal de questions dans le chat et dans les questions, je vous propose de vous les pousser. En parallèle, pour ceux qui me demandaient en message, je vais pousser aussi un petit sondage pour ceux qui veulent s'inscrire à un atelier découverte. La première question, c'était, on en revient sur tout ce qui est définition des missions et de la vision. En réalité, nous demande Charlotte, malgré tout ça, il y a des résistants qui n'adhèrent pas au projet. Quel est votre conseil? Que faire quand on est manager? Et comment les rallier à la cause du collectif? Alors, je vais répondre par rapport à mon expérience. J'ai été amenée à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle à conduire des changements et à travailler sur ces questions de vision partagée. Je crois qu'il faut, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire. À chaque fois, je me suis dit, tu as éliminé des personnes et après, je me suis rendu compte que c'était des personnes qui auraient pu apporter tant parce que je n'ai pas pris le temps.
Et je crois que la réponse, c'est de prendre le temps, ce qu'on appelle ça la chronobiologie d'une organisation ou des individus, prendre le temps de les écouter, de les laisser nous dire ce qu'ils ont à dire. Je parlais tout à l'heure de loyauté. J'ai appris avec les années que des personnes qui s'opposaient étaient plutôt des personnes qui n'étaient pas opposées, c'est rare, par méchanceté ou par désir de ne pas faire, mais parce qu'ils ne croyaient pas à la nouvelle, par exemple, aux nouvelles organisations ou à la mission. Et je pense que le temps de l'écoute, eh ben, il est essentiel. Malheureusement, on n'a souvent pas ce temps en management. Prendre le temps, quoi, cette notion de temps. Et les écouter. Et se dire que ce qu'ils disent, ça a de la valeur. Vous avez partagé, Isabelle, une technique pour dynamiser son collectif, surtout en ce moment dans cette zone d'incertitude, autour d'imaginer l'imprévisible. Et Aude se demande si vous pouviez l'expliciter. Alors, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que ça peut être des petites séances très courtes. Il n'y a pas très longtemps, on avait fait ça, bon, c'était une toute petite entreprise. On avait dit, imaginons qu'un iguane géant arrive dans les bureaux. Comment vous réagiriez? Voilà, vous partez de choses mais complètement ubuesques, alors ça peut être très fun, mais par contre, on prend les choses sérieusement. Voilà. Est-ce qu'on se met sous le bureau? Est-ce qu'on va chercher Et puis, on avance dans le scénario. Voilà, l'iguane géant va rentrer dans un bureau. Alors, vous avez tous en tête des images abominables de films où des choses comme ça se passent. Voilà. Est-ce qu'on pense à soi? Est-ce qu'on pense aux autres? Est-ce qu'on a des réflexes? Comment? Voilà. Et c'est imprévisible. Parce que l'imprévisible, c'est vraiment quelque chose, à la limite, qu'on ne peut pas imaginer. Donc, il faut partir de choses complètement ubuesques. Alors, c'est un côté fun, et puis c'est un côté aussi réflexif qui n'est pas inintéressant. On en vient sur un autre de vos conseils sur la notion de justice, contribuer à un sens de la justice partagée. Et c'est vrai que particulièrement compliqué en ce moment où les situations personnelles de chacun sont à prendre en compte quand on est manager. Parce que là, vous avez du conseil, parce que compliqué d'être le juge de paix quand même en ce moment. Alors, tout à fait. Je crois qu'il ne faut pas que le manager se charge de choses qui ne lui appartiennent pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le travail, c'est le travail. Le dur labeur, comme disait Nietzsche, je crois, j'ai un petit trou. Le dur labeur, c'est le dur labeur. C'est vrai qu'il y a un moment, je crois qu'on a cette… ça existe depuis maintenant des années, mais on a vraiment eu cette… percussion de la vie personnelle dans la vie professionnelle. Et c'est vrai que les managers sont paumés par rapport à ça. Alors, il y a eu des choses positives. J'ai vu mon manager plus humain parce que je l'ai découvert dans son environnement personnel, avec ses enfants, avec son chat. Il y en a d'ailleurs qui ont travaillé dessus. Il y a eu de la manipulation autour de ça. Mais cette percussion, je crois qu'il y a un moment, il faut savoir dire aussi qu'il y a une ligne qu'on ne franchit pas et qui est celle du travail et que tout ne peut pas être pris en compte. Alors moi, je ramène ça, la différence entre l'équité et l'égalité. Et je crois qu'il y a un moment, on parle de règles. Vous savez, le management, je le dis toujours, c'est une interaction entre la règle et le comportement, entre le process et la relation. Si vous faites que de la relation et du comportement, vous êtes psy, vous êtes animateur d'association. Si vous êtes que dans la procédure ou que dans le process, vous êtes dans l'administration. C'est cette interaction qui compte. Et la règle repose. Il faut créer des règles. Et moi, je prône, quand on a ce sentiment d'injustice, c'est pas juste, c'est pas moi, et lui, il a plus et tout, on rentre dans la clarté de la règle. La règle repose le manager. Elle lui permet aussi de se décharger, d'avoir à rentrer en face. Mais après, on l'assume. Je prends un exemple que je cite quelquefois, c'est l'iniquité par rapport, par exemple, au mercredi après-midi. Vous avez plusieurs personnes qui veulent leur mercredi après-midi. Vous avez la mère de famille nombreuse, vous avez la personne qui a ses parents, sa mère très âgée en EHPAD, vous avez celui qui anime le club de foot du quartier le mercredi après-midi, vous avez celui dont la religion, c'est le mercredi, qui a son jour religieux, etc. Qu'est-ce que vous faites de ça? Vous dites, la mère de famille, c'est plus légitime que celui qui… Non, règle d'égalité. Le fonctionnement de l'entreprise demande qu'il y ait au moins toutes les personnes ou 4 personnes sur 5 qui soient présentes. C'est chacun un tour de rôle. Et l'égalité peut reposer de l'équité. Hyper intéressant. On en revient. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent là. Est-ce que vous pouvez détailler la piste des questions itératives de la part de Nicolas? Alors, l'itération, c'est la question de ce qu'on appelle
vous savez, loop, double loop, triple loop, la boucle et la double boucle. C'est-à-dire qu'on va poser une première question, mais on ne va pas se contenter de la réponse. On va creuser, parce qu'on fait par exemple dans un entretien d'évaluation. Est-ce que tu es content comment tu estimes la réussite de ton projet? Oui, alors très bien, tu es content, mais est-ce que tu peux me dire comment tu l'as amené? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc on va, et chaque fois, on va essayer de reposer à la question, est-ce que je t'ai bien compris? Est-ce que je peux reformuler de cette façon? Voilà. Et ce travail d'itération et de double boucle, de triple boucle, fait qu'au bout du compte, entre émetteur et récepteur, ben, il y a eu vraiment compréhension et voilà, j'ai bien reçu ton message. Et ce n'est pas simplement j'ai interprété ce que tu m'as dit. Alors, un autre Nicolas, cette fois Biseul, nous demande comment garder la motivation quand l'objectif est objectivement idiot ou vain? Le monde des Shadocks existe parfois. Ouais. Alors, vous savez, quand on enseigne les objectifs, on parle de SMART, hein, les objectifs simples, mesurables, atteignables. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup vu ces derniers temps et ça avait, enfin, je sais pas, ça avait un peu disparu des horizons. Une idée que pour performer, eh ben, il faut obliger les gens à surperformer. Là, j'ai vu une entreprise récemment qui modifiait complètement les objectifs et même les systèmes de rémunération de ses commerciaux pour les rendre encore plus. Ben non, il y a un moment, voilà, si ce n'est pas atteignable, si ce n'est pas acceptable, eh bien, la notion de valeur dont je parlais tout à l'heure disparaît. On est en dissonance et il y a refus, il y a désengagement. Donc là, c'est au manager, malheureusement souvent le manager intermédiaire, qui lui-même considère que le système qu'on lui demande de mettre en place est débile, qui est obligé de montrer à ses équipes que c'est trop bien et de l'accepter. Voilà. Mais c'est à lui de faire cet aller-retour tellement difficile entre le top et puis le down pour essayer de donner un peu de sens à ça. Mais oui, le monde des Shadocks existe. Et là, je suis un peu inquiète parce que, alors, ce n'est pas du tout un sondage représentatif, mais j'ai revu plusieurs entreprises où on remettait ça en place sous prétexte du redémarrage. Et Je donc, pense quoi, alors pas ça que ça veut dire, soit une bonne idée. qu'est-ce que vous voulez partager, Isabelle? Est-ce que vous dites que c'est le rôle un peu de ce manager intermédiaire d'avoir ce courage de protéger son collectif et de faire remonter au top qu'il y a des choses qui sont complètement inatteignables et que c'est Oui. le job des managers? Ouais. Alors, je pense que c'est la grandeur et la grande difficulté des managers intermédiaires, on va dire des chefs des ventes, des directeurs d'atelier, des responsables d'atelier, etc., d'être entre la direction générale qui va donner des objectifs souvent complètement déconnectés du terrain et le terrain. Et c'est vrai que son travail souvent consiste à rassurer le top en disant on va y arriver, mais à rassurer les équipes en disant ouais, ça paraît un petit peu compliqué, mais on va y arriver, on va y arriver. Et ça, c'est une grande, grande difficulté du manager intermédiaire. Quel que soit d'ailleurs l'intermédiaire, hein, ce n'est pas forcément le bas de l'échelle. Et c'est vrai qu'il est l'ambassadeur de ses équipes auprès de la direction, comme il est l'ambassadeur de la direction auprès des équipes. Et je pense que ça fait partie de sa mission d'expliciter à la direction, de façon objective, qu'on va dans le mur en continuant à travailler de cette façon-là. Ça demande du courage, et ce n'est pas dit non plus, même en ayant ce courage d'interpellation, qu'on va être entendu. Parce qu'en fait, ce que vous avez beaucoup partagé dans cette masterclass, c'est finalement que recréer ces collectifs en 2022, ça mettait plutôt en exergue et sous le feu des projecteurs les failles managériales qu'on avait pu connaître en présentiel, dont le courage managérial qui est nécessaire quand on est notamment manager opérationnel. Oui, je suis obligée de le dire. Je pense qu'il y a quelque chose de positif et de salutaire dans ce qui s'est passé, qui remet en cause, mais ce n'est pas facile pour les managers, hein. D'ailleurs, c'est les managers, à mon avis, intermédiaires qui ont le plus morflé. Ils ont continué à bosser comme des malades, ils sont complètement usés, ils ont fait tourner la boutique, ils ont remplacé les absents pour toutes sortes de raisons, ils ont travaillé jusqu'à 23 heures pour remonter le moral des gens, etc. Et c'est vrai que ces managers intermédiaires, ils sont hyper bousculés. Mais c'est vrai aussi, et je veux dire, c'est un constat, que cette transition au distanciel, hein, si on parle de ça, ou dans période de crise, montre aussi des défaillances du management. C'est-à-dire que ses capacités de pilotage, de synchronisation, de toilettage, de coordination, de communication, d'anticipation,
qui font le bon management avaient peut-être été oubliés ou mal maîtrisés. Et comme il n'y a plus ces zones de compensation, ça met au jour des failles. Alors, c'est une bonne transition. Il nous reste 2 petites minutes pour qu'on tienne le timing et qu'on vous laisse partir déjeuner à 45. C'est justement Manuel David, alors je ne sais pas si c'est Manuel ou David votre prénom, qui vous demande justement des idées, là vraiment très pratico-pratiques que vous avez pu voir dans les entreprises que vous accompagnez ou pour maintenir ces collectifs à distance. On a parlé des fameux cafés virtuels, mais avec le temps, ça perd de son intérêt et entre nous, ça colle pas à tous les besoins. Est-ce que là, vous avez des recommandations, Isabelle, pour notre communauté? Alors, oui, je confirme de ce que je vois et puis de ce que je lis, c'est que, en effet, tout ce qui a pu être un moment, là aussi des zones de compensation, l'apéritif virtuel, etc., a perdu beaucoup de son intérêt. Voilà. Donc, je pense que la réponse, elle est dans l'humain, ce que je disais, remettre de l'humain dans toute interaction. Bah, si on est vraiment en distanciel, c'est passer un coup de fil qui est au moins la voix ou une visio individuelle plutôt que de faire encore travailler que le groupe ou le mail. Mais c'est surtout, là, on va être très clair, c'est de rétablir de l'hybride, c'est-à-dire de reprofiter du présentiel pour pouvoir les courts moments de présentiel, réinjecter cette énergie, cette envie de travailler ensemble, ces relations qu'on n'a pas de la même façon en distanciel, ça c'est clair. Et alors du coup, moi j'ai vu des expériences assez intéressantes, c'est-à-dire par exemple des équipes de direction qui allaient dans les villes où ils avaient des bureaux. C'est-à-dire que l'équipe de direction se déplaçait dans les bureaux, alors, dans des tiers-lieux, parce que, je ne sais pas, à Toulouse, il y avait 10 collaborateurs. Voilà. Sortir aussi, moi j'ai vu et je l'ai pratiqué, des réunions promenades. Ben, on n'a pas le droit d'être dans les mêmes bureaux, mais on peut se retrouver, peut-être pas place de la République ou au bord de la Seine ou je ne sais pas où, on peut se retrouver, marcher ensemble. Et voilà, c'est autre chose. Comme moi, ça m'est arrivé de faire des cours dehors. On en avait parlé d'ailleurs pour l'école. Voilà, il y a des choses, je crois qu'il y a aussi une chose, j'en ai pas parlé, dans le collectif, il y a le mouvement physique. Alors j'en ai un petit peu parlé avec le sport, avec la foule, mais c'est vrai que le collectif, il peut se créer aussi par la mise en mouvement. C'est-à-dire, les Asiatiques le savent bien, hein, quand ils font du sport ensemble, ça c'est assez impressionnant. Hein, quand vous êtes au Vietnam et que vous voyez ça m'est arriver dans la cour de l'entreprise et que les gens sont en train de faire du sport le matin avant de démarrer, et ben, c'est une façon, comme le haka, de synchroniser ses mouvements, de synchroniser son souffle avec les autres. Et concrètement, ça crée du collectif. Et Blandine nous parle de Gamba Walk. Alors, je ne sais pas ce que c'est un Gamba Walk, mais je vais regarder sur Google. Il me reste à vous remercier, Isabelle, et à vous poser une dernière question qu'on pose classiquement à tous nos mentors. Si vous aviez un seul et unique conseil à partager à notre communauté donc de managers, mais aussi aux RH qui sont venus nombreux aujourd'hui, pour recréer ces collectifs en 2022, quelle est la priorité pour vous? Alors, je dirais manifester de l'enthousiasme. Ce que je vois beaucoup, c'est qu'on a de la morosité, les gens, on est dans l'aquabonisme. Vous savez ce que Serge Gainsbourg avait chanté, l'aquabonisme. À quoi bon? À quoi bon? Non. Le rôle du manager, quel que soit son niveau, ou même c'est de l'enthousiasme. Et c'est pas un enthousiasme factice, mais c'est de se dire que bon, la vie est belle, on est dans un beau pays, on a une chance extraordinaire. Et c'est vrai que alors je ne sais pas si les personnes qui sont encore en train de nous écouter partagent, mais je suis tellement agacée de voir tous ces médias qui sont toujours à tout critiquer, à tout mettre, tout est nul, alors qu'on est dans un des pays les plus beaux du monde, avec tellement de choses et tellement de chances. Et j'aimerais que ça, on en prenne beaucoup plus conscience dans l'entreprise ou ailleurs, quoi. Voilà. Donc, c'est sortir des bureaux, sortir du PC, sortir des réunions qui fichent trop et puis manifester de l'enthousiasme. Eh ben, merci beaucoup. Soyons enthousiastes. Merci beaucoup, Oui, oui. Isabelle. Merci à toutes et à tous. Il y aura un replay et un petit digest, c'est un petit PDF de 2-3 pages qui résume ce qu'on s'est dit. Je vous redis, ceux qui veulent découvrir les fameux ateliers découvertes pour vivre le coaching collaboratif, voir ce que ça donne, n'hésitez pas dans l'onglet sondage, vous répondez sur oui, on vous enverra une petite invite avec toutes les dates. Un grand merci à vous.
plein de belles choses pour cette nouvelle année, ce nouveau cycle. Et je vous dis à la prochaine masterclass qui sera en février sur comment bien communiquer quand on est manager, où on va focuser sur ça. Au revoir Isabelle, merci à toutes et à tous. Voilà, 22 sera mieux. Au revoir.